En novembre 1922, dans la vallée des Rois, un archéologue britannique épuisé et presque ruiné enfonça une bougie dans un trou obscur creusé dans la roche. La flamme vacilla. Et dans la lueur tremblante, apparut quelque chose que le monde n'avait pas vu depuis 3300 ans. De l'or. Des montagnes d'or. Des statues, des chars, des trônes incrustés de lapis-lazuli et d'ivoire, entassés du sol au plafond dans une chambre scellée depuis l'Antiquité. Howard Carter, la voix brisée, murmura qu'il voyait des choses merveilleuses. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il venait d'ouvrir la boîte de Pandore la plus célèbre de l'histoire humaine. Le tombeau appartenait à un garçon. Un garçon de 19 ans, mort dans des circonstances que nous ne comprenons toujours pas, après un règne de moins de 10 ans sur le trône le plus puissant du monde antique. Un enfant couronné, à l'âge où d'autres apprennent encore à lire, projeté au centre d'un empire fracturé, entouré d'hommes qui voulaient tous quelque chose de lui, ou de son trône. Son nom avait été martelé sur les murs des temples, effacé des listes officielles des rois, rayé de la mémoire collective de toute une civilisation. L'Égypte avait décidé qu'il n'avait jamais existé. Et pourtant, c'est lui que l'histoire a retenu. Il s'appelait Toutankhamon. Et derrière le masque d'or parfait qui recouvrait son visage, se cachait une histoire que personne n'avait vraiment voulu raconter. Une histoire de révolution religieuse, de pouvoir volé, de complots tissés dans l'ombre des palais, et d'une mort qui arrive toujours trop tôt, toujours trop vite, toujours au moment le plus commode pour ceux qui restent. Son corps portait les traces d'un homme brisé, des os fracturés, un crâne endommagé, une jambe détruite, sur un squelette qui n'avait pas encore fini de grandir. La moderne a passé des décennies à l'examiner sous tous les angles. Et plus elle regardait, plus les questions s'accumulaient. Imaginez l'Égypte de cette époque comme un volcan dont on vient de déboucher le cratère. Son père, le pharaon hérétique Akhenaton, avait tenté quelque chose d'impensable. Effacer 3000 ans de Dieu d'un seul décret. Imposer un culte unique, dépouiller les prêtres de leur pouvoir, déplacer la capitale, réinventer une civilisation entière par la seule force de sa volonté. Quand il mourut, il laissa derrière lui un pays déchiré, une classe sacerdotale assoiffée de vengeance, une armée impatiente et un enfant sur le trône. Ce n'était pas une succession. C'était une bombe à retardement. Voilà pourquoi cette histoire refuse de mourir. Pas parce que le tombeau était rempli d'or. D'autres pharaons possédaient des trésors bien plus grands. Pas parce que le masque funéraire est beau. La beauté seule ne traverse pas les millénaires. Mais parce qu'au fond de chaque artefact, derrière chaque hiéroglyphe gravé à la hâte sur les murs de cette chambre funèbre trop petite pour un roi, se cache la même question, intacte après 3300 ans. Qui a tué Toutankhamon? Et pourquoi tout le monde a fait semblant de ne pas le savoir? Il y a des découvertes qui changent un domaine scientifique. Et puis il y a des découvertes qui changent la façon dont l'humanité entière se perçoit. Ce qui s'est passé dans la vallée des Rois en novembre 1922 appartient à la deuxième catégorie. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Ce tombeau n'aurait jamais dû être là. Pas à cet endroit, pas dans cet état, et certainement pas avec ce contenu. Howard Carter cherchait depuis des années de fouilles épuisantes,
de financement précaire, de scepticisme affiché de la communauté scientifique qui le regardait gratter la roche comme un homme qui cherche une aiguille dans un désert entier. Son mécène, Lord Carnarvon, avait failli abandonner le projet. La vallée des rois avait été fouillée de fond en comble pendant des décennies. Tout le monde était convaincu qu'elle n'avait plus rien à révéler. Carter, lui, avait une intuition. Une seule zone de quelques centaines de mètres carrés n'avait jamais été correctement explorée, enterrée sous des décombres laissés par d'autres fouilles. Il avait décidé que c'était là. Et le 4 novembre 1922, l'un de ses ouvriers mit le pied sur une marche taillée dans la roche. 14 marches plus bas, il y avait une porte scellée. Carter fit murer l'entrée, envoya un télégramme à Carnarvon en Angleterre. À la fin, découverte magnifique dans la vallée, tombeau à 2 seaux intacts, félicitations. Et attendit 2 semaines que son mécène traverse la Méditerranée pour être présent à l'ouverture. 2 semaines. Imaginez tenir ce secret pendant 2 semaines, sachant ce qui vous attendait de l'autre côté de ce mur. Quand ils ouvrirent enfin un passage et que Carter approcha sa bougie de l'obscurité, Carnarvon lui demanda depuis derrière « Vous voyez quelque chose ?» La réponse de Carter est entrée dans l'histoire. Oui, des choses merveilleuses. Ce qu'il voyait, c'était le trésor funéraire le plus intact jamais découvert dans l'histoire de l'égyptologie. 5000 objets entassés dans 4 chambres. Des chars en or démontés, des statues de divinités aux yeux d'obsidienne, des coffres incrustés de faïences turquoises, des lits rituels sculptés en forme d'animaux mythiques, des instruments de musique, des vêtements pliés avec soin, de la nourriture encore dans ces jarres hermétiques après 3300 ans. Et au centre de tout ça, 3 cercueils emboîtés comme des poupées russes, dont le dernier, était en or massif. 110 kilos d'or massif. Pour un garçon de 19 ans dont le monde entier avait oublié le nom. Et c'est là que la première question se plante, comme une écharde qu'on n'arrive pas à extraire. Toutankhamon n'était pas un grand pharaon. Son règne avait duré moins de 10 ans. Il n'avait pas mené de grandes campagnes militaires, pas érigé de temples colossaux à sa propre gloire, pas laissé d'inscriptions vantant ses conquêtes sur les murs des monuments officiels. Par tous les critères de grandeur que l'Égypte ancienne utilisait pour mesurer ses rois, c'était un pharaon mineur. Et pourtant, il était enterré avec une richesse qui dépassait tout ce qu'on avait jamais trouvé. Comment est-ce possible ? Pourquoi un roi mineur possédait-il le tombeau le plus extraordinaire de la vallée ? La réponse partielle, et elle ne fait qu'ouvrir d'autres portes, c'est que son tombeau n'a jamais été pillé. Presque tous les tombeaux royaux de la vallée des rois ont été vidés dans l'Antiquité, souvent dans les décennies qui suivirent l'enterrement, parfois avec la complicité des gardiens eux-mêmes. Le tombeau de Toutankhamon a été cambriolé 2 fois. Les archéologues ont retrouvé les traces des intrusions, des objets déplacés, des empreintes de mains dans la poussière millénaire, mais les voleurs avaient été interrompus ou repoussés avant de faire des dégâts majeurs. Ensuite, le tombeau avait été recouvert par les débris des constructions voisines et simplement oublié. L'ironie suprême de l'histoire, c'est précisément parce qu'on avait effacé son nom, effacé sa mémoire, effacé son existence des archives officielles de l'Égypte, que son tombeau était resté intact. On ne pille pas ce qu'on ne cherche pas. Mais revenons à cette chambre funéraire en novembre 1922, parce qu'il y a un détail que les récits populaires ont tendance à esquiver. Le tombeau de Toutankhamon est remarquablement petit pour un pharaon. Ridiculement petit. Les tombeaux royaux de la vallée des rois sont des cathédrales souterraines, des couloirs qui s'enfoncent sur des dizaines de mètres, des salles décorées de fresques monumentales, des chambres annexes conçues pour accueillir des provisions pour l'éternité. Celui de Toutankhamon ressemble davantage au tombeau d'un noble de rang moyen. 4 pièces. Des murs peints à la hâte avec des imperfections visibles, comme si les artisans avaient travaillé dans l'urgence. Des objets entassés sans véritable organisation, certains portant encore les noms d'autres personnes, réaffectés à la dernière minute.
Tout indique une préparation précipitée. Tout indique une mort qui n'était pas prévue. Ou du moins, pas prévue pour ce moment-là. Carter passa 10 ans à cataloguer et extraire les 5000 objets du tombeau. 10 ans de travail méticuleux, objet par objet, couche par couche. La momie elle-même fut examinée en 1925. Un jeune homme de petite taille, le crâne rasé sous les bandelettes, le corps recouvert d'huile de résine qui avait réagi chimiquement avec la momie et l'avait partiellement carbonisée à l'intérieur de son cercueil en or. L'état de la momie était inquiétant, fragmenté, endommagé d'une façon qui ne s'expliquait pas entièrement par 3 millénaires de décomposition naturelle. Mais en 1925, la momie ne pouvait pas encore poser les bonnes questions. Il faudrait attendre des décennies pour que la technologie rattrape le mystère. Ce que cette découverte a fait au monde, c'est quelque chose de difficile à mesurer aujourd'hui. La fièvre de Toutankhamon a déferlé sur la planète entière avec une intensité qu'aucun événement archéologique n'avait jamais atteinte. Les journaux du monde entier couvraient chaque étape des fouilles. Des touristes affluaient en Égypte par milliers. Le nom de ce pharaon oublié depuis 33 siècles était soudain sur toutes les lèvres. Et quelques mois après l'ouverture du tombeau, Lord Carnarvon mourut d'une infection, et la presse inventa la malédiction du pharaon. La machine mythologique s'était mise en marche. Elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Mais derrière le mythe, derrière l'or, derrière le masque parfait qui est devenu le visage de l'Égypte ancienne pour le monde entier, il y a un garçon mort à 19 ans, dans des circonstances que personne n'a vraiment résolues. Un garçon né dans la tempête d'une révolution ratée, couronné à 9 ans sur un trône que d'autres convoitaient, entouré d'hommes dont les ambitions dépassaient de loin sa propre survie. Le tombeau qui ne devait pas exister nous a rendu Toutankhamon. Maintenant, il faut comprendre qui il était vraiment. Et pour ça, il faut remonter à la source du chaos qui l'a précédé, à son père, à la révolution brisée qu'il a héritée, et au monde fracturé dans lequel un enfant a été forcé de jouer le rôle d'un dieu. Pour comprendre Toutankhamon, il faut d'abord comprendre son père. Et pour comprendre son père, il faut accepter une idée vertigineuse. À un moment donné, quelqu'un a regardé 3000 ans de civilisation égyptienne, 3000 ans de dieux, de temples, de prêtres, de rituels gravés dans la pierre, et a décidé que tout ça était faux. Pas insuffisant, pas à réformer. Faux. Cet homme s'appelait Amenhotep IV, et il allait se rebaptiser Akhenaton, celui qui est utile à Aton, avant de déclencher la plus grande crise identitaire que l'Égypte ancienne ait jamais connue. L'Égypte de l'époque était ce qu'on pourrait appeler, avec toute la brutalité que le mot implique, une théocratie parfaitement huilée. Les dieux n'étaient pas une affaire privée. Ils étaient l'infrastructure même de l'État. Amon, le dieu-roi de Thèbes, était au sommet d'un panthéon de centaines de divinités, chacune avec ses temples, ses prêtres, ses terres agricoles, ses revenus. Le clergé d'Amon à lui seul contrôlait des superficies colossales de terres fertiles, des flottes de bateaux marchands, des milliers de travailleurs. Ce n'était pas une religion, c'était un empire dans l'empire, une puissance économique et politique qui rivalisait avec le pharaon lui-même. Quand Akhénaton est arrivé au pouvoir, aux alentours de 1350 avant notre ère, cette tension entre la couronne et le clergé était une blessure ouverte depuis des générations. Ce qu'Akhénaton a fait ensuite est soit l'acte d'un visionnaire génial, soit celui d'un fanatique dangereux. Probablement les deux à la fois. En l'espace de quelques années, il a fermé les temples d'Amon. Il a confisqué les terres du clergé. Il a fait marteler les noms des anciens dieux sur les monuments du pays entier. Il a déplacé la capitale de Thèbes
vers un site désertique vierge, à des centaines de kilomètres, qu'il a baptisé Akhénaton, l'horizon d'Aton, et fait construire de toutes pièces en moins de 5 ans. Et il a décrété qu'il n'existait qu'un seul Dieu véritable, Aton, le disque solaire, dont Akhénaton lui-même était le seul intermédiaire humain. Plus de prêtres, plus de panthéons, plus de mythes millénaires. Juste le soleil, le pharaon et le silence de tout ce qu'on venait d'interdire. Pour les historiens du XXe siècle, Akhénaton est devenu une figure fascinante. Le premier monothéiste de l'histoire, un précurseur révolutionnaire, un artiste sensible dont les représentations iconoclastes brisaient tous les codes de l'art égyptien classique. Freud lui a consacré une théorie entière, suggérant qu'il avait inspiré Moïse. Des générations d'intellectuels ont projeté sur lui leurs propres rêves de réforme radicale. Mais pour les Égyptiens qui vivaient sous son règne, la réalité était tout autre. Les temples fermés signifiaient des milliers de prêtres sans travail, des artisans sans commande, des paysans dont les terres avaient été redistribuées. L'administration centrale, concentrée sur la construction frénétique de la nouvelle capitale, négligeait les provinces. Les archives diplomatiques retrouvées à Amarna, les célèbres lettres d'Amarna, montrent des vassaux égyptiens suppliant désespérément le pharaon d'envoyer des troupes pour défendre des territoires attaqués, et recevant en retour le silence. Akhénaton régnait sur un empire qui se désintégrait pendant qu'il composait des hymnes au soleil. Et quelque part dans ce chaos, dans cette ville nouvelle construite sur du sable, dans ce palais où la réalité officielle était de plus en plus déconnectée du monde qui brûlait dehors, un enfant est né. Son nom d'origine était Toutankhaton, image vivante d'Aton. L'identité exacte de sa mère reste l'un des débats les plus intenses de l'égyptologie moderne. La candidate la plus probable, selon les analyses ADN réalisées en 2010 sur les momies retrouvées dans la vallée, est une femme identifiée comme la jeune dame, probablement une sœur ou une demi-sœur d'Akhénaton lui-même. Ce qui signifierait que Toutankhamon était le produit d'une union incestueuse, une pratique certes documentée dans les dynasties royales égyptiennes, mais qui avait des conséquences génétiques sévères dont son propre corps porterait les traces toute sa courte vie. Son enfance à Amarna, si on peut appeler ça une enfance, se déroule dans les dernières années convulsives du règne d'Akhénaton. La ville est en crise. Les dieux officiels sont interdits, mais les gens continuent de les vénérer en secret, dans leurs maisons, dans des sanctuaires clandestins. Les généraux de l'armée, les fonctionnaires de haut rang, la classe administrative tout entière, tous savent que le système est en train de craquer. Akhénaton meurt vers 1336 avant notre ère, dans des circonstances elles-mêmes obscures, après 17 ans d'un règne qui avait retourné l'Égypte comme un gant. Il laisse derrière lui un pays au bord de l'explosion, une capitale artificielle que personne ne voulait, une religion imposée que personne n'avait demandé, et un enfant de peut-être 6 ou 7 ans que les hommes de pouvoir regardaient avec des yeux calculateurs. Il y a un épisode, bref et presque anodin dans les archives, qui dit tout sur la situation. Après la mort d'Akhénaton, il y a une période d'une confusion extrême. Peut-être 1 an, peut-être 2, où plusieurs personnages semblent avoir occupé le trône en succession rapide. Un certain Smenkhkarê, dont on débat encore si c'était un homme, une femme, ou même Néfertiti elle-même sous un autre nom. Puis Néfertiti disparaît des archives. Puis Smenkhkarê disparaît. Le trône se retrouve vacant, le pays sans direction claire, et les 2 hommes qui vont désormais façonner le destin de Toutankhamon avancent vers la lumière. Aïe, le conseiller vétéran qui avait servi sous Akhénaton et qui connaissait tous les secrets du palais, et Horemheb, le général en chef de l'armée, l'homme qui tenait la force militaire entre ses mains. Entre ces deux-là, un enfant couronné
était exactement ce dont ils avaient besoin. Quand Toutankhamon monte sur le trône, à 9 ans environ, les premières décisions officielles de son règne sont révélatrices. Le nom d'Aton disparaît du sien. Toutankhaton devient Toutankhamon, image vivante d'Amon, le dieu qu'on venait d'interdire pendant 17 ans. La capitale est abandonnée. Les temples d'Amon sont réouverts, leurs prêtres restaurés dans leurs fonctions, leurs terres restituées. Une stèle de restauration, retrouvée à Karnak, décrit l'état du pays à l'arrivée du jeune roi, avec une franchise qui ressemble à un réquisitoire. Les temples en ruine, les dieux en colère, l'armée vaincue, les prières sans réponse. Tout ça, bien sûr, était la faute de l'hérétique qui précédait. Tout ça allait être réparé par le nouveau pharaon. Ce nouveau pharaon qui avait 9 ans et ne prenait aucune de ses décisions lui-même. C'est là que réside le cœur du paradoxe de Toutankhamon. Il est né dans une révolution, il a grandi dans ses cendres, et on lui a mis entre les mains la tâche de réparer ce que son père avait brisé, sans lui donner aucun des outils réels pour le faire. Son règne est une restauration. Mais c'est une restauration menée par d'autres, pour d'autres, avec lui comme visage et comme signature. La question qui se pose alors, et qui ne cessera de nous hanter à mesure qu'on avance dans son histoire, est simple et brutale. À quel moment ce garçon a-t-il commencé à comprendre l'exact de la cage dorée dans laquelle il vivait? Et quand il l'a compris, si jamais il l'a compris, est-ce que ça a changé quelque chose à sa façon de mourir? Mettons les choses à plat une fois pour toutes. Quand on dit que Toutankhamon était pharaon, on utilise le mot dans son sens le plus formel, le plus vidé de sa substance réelle. Oui, il portait la double couronne. Oui, son nom était inscrit dans les cartouches royaux. Oui, les fresques officielles le représentaient en guerrier triomphant, en chasseur intrépide, en fils des dieux rayonnant de puissance divine. Mais derrière cette façade soigneusement construite, le pouvoir réel appartenait à 2 hommes qui avaient attendu ce moment depuis longtemps et qui n'avaient aucune intention de le partager avec un enfant. Le premier s'appelait Aïe. Comprenez bien qui était cet homme. Il n'était pas un simple conseiller. Aïe avait servi sous Amenhotep III, le grand-père de Toutankhamon. Il avait survécu à la révolution d'Akhénaton en s'adaptant, en restant indispensable, en jouant le jeu de la nouvelle religion sans jamais brûler ses ponts avec l'ancien ordre. Son titre officiel était Père divin, une désignation ambiguë qui suggérait une relation familiale ou tutélaire avec le pharaon et que certains chercheurs interprètent comme une indication qu'il était peut-être le père de Néfertiti, donc le grand-père par alliance du jeune roi. Ey connaissait tous les secrets du palais, toutes les alliances, tous les dossiers compromettants. Dans n'importe quelle organisation humaine, cet homme-là est le vrai patron, quel que soit le titre affiché sur la porte du bureau d'en face. Le second s'appelait Horemheb, et lui, c'était une toute autre espèce de danger. Général en chef de l'armée égyptienne, administrateur militaire des territoires du Nord, homme de terrain aguerri qui avait passé sa carrière à maintenir un empire pendant que les pharaons s'occupaient de théologie solaire, Horemheb était ce que les Romains auraient appelé un homme fort. Quelqu'un dont l'autorité reposait non pas sur la naissance ou le titre, mais sur la loyauté concrète de milliers de soldats armés. Il méprisait probablement la famille royale d'Amarna pour le chaos qu'elle avait semé. Il voulait restaurer l'ordre, l'efficacité, la puissance militaire. Et il était prêt à attendre son heure avec la patience d'un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où aller. Entre Aïe et Horemheb, Toutankhamon était donc le visage parfait d'un régime de transition. Trop jeune pour avoir des convictions politiques propres, trop inexpérimenté pour déjouer les manœuvres des vétérans qui l'entouraient, assez légitime dynastiquement pour calmer les factions qui auraient pu contester une prise de pouvoir directe. C'est une mécanique qu'on retrouve dans toutes les cultures, à toutes les époques. Quand le vrai pouvoir ne peut pas s'afficher ouvertement, on met un enfant sur le trône et on gouverne dans son dos.
Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'efficacité politique à l'état pur. Mais voici ce qui complique cette image. À mesure que Toutankhamon grandissait, des signes apparaissent qui n'étaient peut-être pas aussi passifs qu'on le croit. Les objets retrouvés dans son tombeau racontent une histoire physique contradictoire. D'un côté, son corps portait les stigmates d'une santé fragile, une malformation au pied gauche qui lui rendait la marche difficile et douloureuse, une maladie osseuse héréditaire, des traces de plusieurs infections graves au paludisme. De l'autre côté, son tombeau contenait 16 cannes et bâtons de marche, certes, mais aussi des arcs de guerre, des gantelets d'archers, des chars de combat dont les roues montraient des signes d'usure réels. Quelqu'un utilisait ces équipements. Et cet enterrement avait été préparé pour quelqu'un qui se pensait encore actif, encore en vie, encore en mouvement. Les archives du règne de Toutankhamon sont maigres, en partie parce qu'elles ont été systématiquement détruites après sa mort. Mais elles contiennent quelques indices précieux. Une campagne militaire en Nubie semble avoir eu lieu sous son règne, ainsi qu'une opération en Syrie contre les Hittites. Les historiens débattent de la participation personnelle du pharaon à ces campagnes. Horemheb les a revendiquées à son propre crédit par la suite, effaçant le nom de Toutankhamon des monuments commémoratifs. Mais le fait même que ces campagnes aient existé suggère qu'au moins sur le plan symbolique, le jeune roi cherchait à incarner le rôle guerrier que son statut exigeait. Un fantoche total ne prend pas la peine de s'habiller en soldat. Il y a aussi Ankhésénamon, sa femme. Sa demi-sœur probablement, fille de Néfertiti et d'Akhénaton, donc de sang royal des deux côtés. Les représentations du couple royal dans l'art de cette période sont frappantes par leur intimité. On les voit ensemble dans des scènes de chasse, assis côte à côte dans des jardins, elle qui tend des fleurs à son mari, dans des gestes tendres qui tranchent radicalement avec la froideur protocolaire de l'iconographie royale traditionnelle. Peut-être que c'était de la propagande visuelle, une image de stabilité domestique destinée à rassurer un pays traumatisé. Peut-être que c'était réel. Ils ont eu 2 filles, toutes 2 mort-nées, retrouvées momifiées dans le tombeau. 2 petits cercueils qui disent mieux que n'importe quel texte officiel à quel point la continuité dynastique était une obsession et une angoisse permanente. Au fil des années, la question du pouvoir réel devenait de plus en plus pressante. Toutankhamon n'avait plus 9 ans. Il en avait 15, 16, 17. À 17 ans dans l'Égypte ancienne, on était un adulte à part entière. Les pharaons précédents avaient mené des armées à cet âge. À 17 ans, Toutankhamon commençait peut-être à comprendre que le trône sur lequel il était assis n'était pas vraiment le sien, que les décisions se prenaient ailleurs, dans les antichambres du palais, dans les conversations entre Aïe et Horemheb dont il n'était pas destinataire. Et peut-être qu'il commençait à trouver cette situation insupportable. Ce n'est pas une certitude, c'est une inférence. Mais c'est une inférence que les événements qui suivront rendent difficile à écarter. Car voilà ce que l'histoire nous apprend sur les régences et les tutelles royales. Dans toutes les civilisations, sans exception, elles fonctionnent parfaitement tant que le roi enfant reste un enfant. Le moment où il commence à penser par lui-même, à vouloir exercer son autorité réelle, à poser des questions embarrassantes sur qui décide quoi, c'est le moment où la mécanique se grippe. Les régents ont alors un choix à faire. Soit ils lâchent le pouvoir progressivement, ce qui n'arrive presque jamais sans résistance, soit ils trouvent un autre arrangement. Toutankhamon est mort à 19 ans. À 19 ans, après 10 ans de règne, il n'était plus un enfant depuis longtemps. Et les 2 hommes qui gouvernaient dans son dos n'étaient pas du genre à rendre les clés sans négociation. En 1925, Douglas Derry, anatomiste à l'université du Caire, débandela la momie de Toutankhamon pour la première fois depuis 3300 ans. Ce qu'il trouva le troubla immédiatement. Le corps était dans un état de fragmentation alarmant. Des membres séparés du tronc, le crâne détaché, des côtes brisées, la cage thoracique effondrée. Derry attribua la plupart de ces dommages à la momification elle-même et aux effets du temps. Il nota quelques anomalies,
dressa son rapport et referma le dossier. Pendant 50 ans, le monde accepta cette version. Ce n'est que bien plus tard, quand la technologie permit de regarder autrement, que le corps de Toutankhamon recommença à parler. En 2005, une équipe égyptienne dirigée par Zahi Hawass soumit la momie à un scanner tomodensitométrique, ce qu'on appelle communément un scanner CT. 1708 images en coupe transversale du corps entier, d'une précision que Derry n'aurait jamais pu imaginer. Le résultat fut une révolution silencieuse dans l'étude de Toutankhamon. Pour la première fois, les chercheurs pouvaient voir à l'intérieur de la momie sans la toucher, cartographier chaque os, chaque fracture, chaque anomalie structurelle avec une résolution millimétrique. Et ce qu'ils virent soulevait autant de questions qu'ils n'en résolvaient. Commençons par ce qui est certain. Le pied gauche de Toutankhamon présentait une malformation congénitale sévère, un pied beau compliqué par une nécrose osseuse appelée maladie de Koller, une condition douloureuse qui détruit progressivement les os du pied. Il avait également des doigts de pied surnuméraires fusionnés sur le pied droit. Ces deux conditions combinées rendaient la marche non seulement difficile, mais chroniquement douloureuse. Rappelons-nous les 16 cannes retrouvées dans son tombeau. Ce n'était pas de la décoration, c'était de la nécessité médicale quotidienne. Le garçon qu'on représentait en chasseur vigoureux et en guerrier triomphant sur les murs de ses temples ne pouvait probablement pas marcher sans aide sur de longues distances. Les analyses ADN réalisées en 2010 ont ajouté une couche supplémentaire de complexité. Les chercheurs ont pu identifier plusieurs membres de sa famille parmi les momies de la vallée et reconstituer partiellement son arbre généalogique. Le résultat le plus troublant, ses parents étaient frères et sœurs. Ce niveau de consanguinité, 2 générations consécutives d'union entre proches parents dans la lignée royale, explique en grande partie la fragilité physique de Toutankhamon. Les analyses ont également révélé la présence dans son sang d'au moins 4 souches différentes du parasite du paludisme, dont une particulièrement virulente. Un jeune homme avec des os mal formés, un système immunitaire probablement affaibli par la consanguinité et des infections parasitaires multiples, son corps était une forteresse dont les murs s'effondraient de l'intérieur. Mais il y a une fracture qui a concentré toutes les attentions et déclenché les débats les plus violents. Le crâne. À l'intérieur de la boîte crânienne, les scanners ont révélé 2 fragments osseux détachés. En 2005, certains membres de l'équipe ont interprété ces fragments comme la preuve d'un coup à la tête avant la mort, un traumatisme crânien consistant avec un assassinat. Les médias se sont emparés de la théorie avec enthousiasme. L'hypothèse du meurtre avait son preuve physique. Sauf que d'autres experts ont examiné les mêmes images et sont arrivés à une conclusion différente. Ces fragments osseux montraient des signes de cicatrisation, ce qui signifiait que la fracture s'était produite bien avant la mort et avait commencé à guérir. Pas un coup fatal, une vieille blessure. La controverse n'est toujours pas résolue. En 2014, une nouvelle équipe internationale a repris l'ensemble des données avec des outils encore plus perfectionnés et a proposé une reconstruction différente de la mort de Toutankhamon. Selon leur analyse, le jeune pharaon aurait été victime d'un accident de char. Une chute à grande vitesse, le corps projeté sous les roues ou contre le sol, aurait pu causer simultanément les fractures multiples observées sur le squelette, notamment les côtes, le sternum, le bassin et la jambe gauche, ainsi que le traumatisme crânien. La scène est presque cinématographique. Un jeune homme au corps déjà fragilisé, debout sur un char lancé à pleine vitesse, perdant l'équilibre. Un instant, un impact, et tout bascule. Mais cette théorie aussi a ses critiques qui font remarquer que certaines fractures semblent s'être produites après la mort, lors de la momification ou des manipulations ultérieures. Il y a un autre élément que les scanners ont révélé et dont on parle moins. La momification elle-même était bizarre. Pas simplement imparfaite, bizarre. Le cœur qui, dans le protocole funéraire égyptien standard, était laissé dans le corps parce qu'il était considéré comme le siège de l'âme et de l'intelligence, avait été retiré de la momie de Toutankhamon. Son absence est inexpliquée. La cavité thoracique avait été remplie d'une résine qui avait réagi chimiquement avec les tissus
et contribuait à la destruction partielle de la momie. Et le processus de momification présentait des signes de précipitation. Certaines étapes semblaient avoir été bâclées ou raccourcies. Pour un roi, c'était une préparation funéraire qui laissait à désirer. Comme si on avait eu moins de temps que prévu. Comme si la mort était arrivée trop vite, trop tôt, et que tout le monde autour avait dû improviser. La question de la jambe fracturée mérite une attention particulière. Le fémur gauche de Toutankhamon avait subi une fracture grave, et dans cette fracture, les archéologues ont retrouvé des fragments de résine de momification, ce qui signifie que la fracture s'était produite soit juste avant la mort, soit très peu de temps après, pendant les premiers stades de la préparation du corps. Si la fracture est antémortem, elle représente une blessure d'une gravité extrême pour un homme à la santé déjà compromise. Sans antibiotiques, sans chirurgie, avec un système immunitaire affaibli par le paludisme, une fracture ouverte du fémur était une condamnation à mort à retardement. Infection foudroyante, choc septique, agonie lente mais inexorable en l'espace de jours ou de semaines. Et voilà où nous en sommes, après plus d'un siècle d'examens, de scanners, d'analyses ADN et de reconstruction virtuelle. Nous savons que Toutankhamon était un jeune homme physiquement fragile, chroniquement malade, porteur de malformations congénitales dues à la consanguinité royale, infecté par le paludisme à plusieurs reprises, et qu'il est mort en laissant un corps fracturé de multiples façons dont l'origine exacte reste disputée. Accident, meurtre, maladie foudroyante, ou une combinaison des trois, le corps parle. Mais il ne parle pas assez clairement pour clore le débat. Et tant que le débat reste ouvert, la question de qui avait une raison de vouloir sa mort reste entière et brûlante. Posons la question directement, sans détour et sans fausse pudeur académique. Si Toutankhamon a été assassiné, qui l'a tué? Ce n'est pas une question de roman policier bon marché. C'est une question légitime que les égyptologues eux-mêmes ont posée, débattue et continuent de poser aujourd'hui. Parce que les éléments sont là. Le mobile est là. L'opportunité est là. Et surtout ce qui s'est passé immédiatement après sa mort est là. Visible, documenté, criant. Alors construisons le dossier. Suspect par suspect. Pièce à conviction par pièce à conviction. Commençons par Aïe. Rappelons les faits bruts. Aïe était le conseiller de l'ombre depuis des décennies. L'homme qui tirait les ficelles du régime de Toutankhamon depuis le premier jour. Quand Toutankhamon mourut, Aïe fit deux choses en succession si rapides qu'elles semblent avoir été préparées à l'avance. Premièrement, il supervisa personnellement les funérailles du jeune pharaon, ce qui lui donnait le contrôle total sur la préparation du corps et sur ce qu'on enterrerait avec lui. Deuxièmement, il épousa Ankhesénamon, la veuve de Toutankhamon, pour légitimer sa propre accession au trône. Aïe avait plus de 70 ans à ce moment-là. Ankhesénamon en avait peut-être 22. Ce mariage n'avait rien de romantique, c'était une saisie de pouvoir enveloppée dans un rituel funéraire. Et Aïe régna ensuite pendant 4 ans, juste assez longtemps pour mourir de vieillesse au pouvoir, ce qui était probablement son seul objectif depuis des années. Le mobile d'Aïe est limpide comme de l'eau de roche. Un Toutankhamon adulte et de plus en plus conscient de son autorité réelle représentait une menace directe pour la position d'Aïe. Un pharaon de 20 ans qui commence à poser des questions sur qui signe vraiment les décrets, qui commence à construire sa propre cour, ses propres loyautés, ses propres alliances militaires. C'est un pharaon qui va bientôt se débarrasser de son conseiller encombrant. Aïe avait passé toute sa vie à manœuvrer pour rester au centre du pouvoir. Il n'allait pas laisser un adolescent lui retirer ce qu'il avait mis 50 ans à construire. La question n'est pas de savoir s'il en avait la motivation. La question est de savoir s'il en avait les moyens. Et la réponse est oui. Il contrôlait l'accès au pharaon, son entourage immédiat, sa nourriture,
ses médecins, ses rituels quotidiens. Mais il y a un problème avec la théorie A. Un problème qui ne disparaît pas quand on le regarde en face. Le tombeau de Toutankhamon, malgré sa petite taille et sa préparation précipitée, débordait de richesses extraordinaires. Si A avait voulu effacer Toutankhamon ou réduire son importance posthume, il aurait pu le faire facilement. Un enterrement discret, des provisions minimales, une sépulture de second rang qui n'aurait jamais attiré l'attention. Au lieu de ça, le trésor funéraire était somptueux. Ce qui suggère soit qu'A respectait sincèrement le jeune roi, soit, et c'est là que ça devient intéressant, qu'il avait besoin que les funérailles soient grandioses pour que personne ne pose de questions sur les circonstances de la mort. Passons maintenant à Horemheb, le général, l'homme de l'armée. Horemheb est un suspect différent d'A, moins dans l'ombre, plus dans l'action directe. Son mobile était peut-être encore plus puissant que celui d'Aï, parce qu'il ne voulait pas seulement maintenir sa position, il voulait le trône lui-même. Horemheb n'avait pas de sang royal. Il ne pouvait pas simplement se proclamer pharaon sans une légitimité que son titre militaire ne lui conférait pas. Mais si Toutankhamon mourait sans héritier mâle, et si Aï, déjà vieux, régnait brièvement avant de disparaître à son tour, alors Horemheb serait le suivant dans la ligne de succession de facto. C'est exactement ce qui s'est passé. Aï mourut après 4 ans de règne. Horemheb lui succéda. Et l'une des premières choses qu'il fit fut de détruire méthodiquement toute trace du règne de Toutankhamon et d'Aï pour s'attribuer leurs années de règne et allonger artificiellement le sien. Horemheb avait également quelque chose qu'Aï n'avait pas, le contrôle de l'armée. Si la mort de Toutankhamon avait été un accident ou une maladie, l'armée n'avait aucun rôle à jouer. Mais si c'était autre chose, si quelqu'un avait décidé que le moment était venu d'agir, alors avoir 10 000 soldats loyaux à sa solde était le meilleur garant d'impunité qui soit. Personne ne pose de questions embarrassantes à un général victorieux entouré de ses troupes. Horemheb avait le mobile, les moyens et la capacité de couvrir ses traces de manière définitive. Ce qu'il a fait ensuite, l'effacement systématique de Toutankhamon, ressemble moins à de la politique dynastique ordinaire et plus à quelqu'un qui cherche à s'assurer que certaines questions ne seront jamais posées. Et puis, il y a le troisième groupe de suspects, celui qu'on mentionne le moins souvent, mais qui avait peut-être le mobile le plus ancien et le plus enraciné de tous, les prêtres démons. Ces hommes avaient vu leur pouvoir, leurs terres et leurs revenus confisqués pendant 17 ans par Akhénaton. Ils avaient été humiliés, appauvris, réduits à la clandestinité dans leur propre pays. Quand Toutankhamon était monté sur le trône et avait restauré le culte d'Amon, ils avaient récupéré leur temple et leurs titres. Mais ils n'avaient jamais oublié. La famille d'Amarna, aux yeux du clergé d'Amon, était une lignée maudite, souillée par l'hérésie de son fondateur. Toutankhamon portait ce sang. Et même s'il avait restauré les dieux anciens, même s'il avait changé son nom, même s'il avait fait tout ce qu'on lui demandait, il restait le fils de l'hérétique. Certaines dettes ne s'effacent pas avec un décret. Mais voilà la vérité inconfortable que tout bon enquêteur doit admettre à un moment donné. Nous n'avons aucune preuve directe d'un meurtre, aucun aveu, aucun témoin, aucune arme du crime identifiée avec certitude. Ce que nous avons, c'est une constellation de circonstances qui, assemblées, dessinent quelque chose qui ressemble à un meurtre, ou qui ressemble exactement à ce qu'un meurtre parfaitement organisé laisserait derrière lui. La différence entre les deux est peut-être impossible à établir à 3300 ans de distance. Les suspects avaient tous un mobile, ils avaient tous les moyens, et ils ont tous, d'une façon ou d'une autre, profité de la mort du jeune pharaon. Ce qui est certain, et c'est peut-être la chose la plus perturbante de toute cette histoire, c'est que personne dans l'entourage immédiat de Toutankhamon ne s'est donné la peine de chercher les coupables. Pas d'enquête, pas de procès, pas de punition.
La mort d'un pharaon de 19 ans, sans héritier, dans des circonstances traumatiques, a été absorbée par la machine du pouvoir en quelques semaines, avec une efficacité qui, aujourd'hui encore, donne le frisson. Quand une mort arrange tout le monde et que personne ne demande d'explication, l'absence de questions est elle-même une réponse. Pas une preuve, mais une réponse. Il existe une lettre. Une lettre retrouvée dans les archives royales hittites, rédigée en cunéiforme sur une tablette d'argile, qui est probablement le document le plus stupéfiant de toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Pas parce qu'elle parle de bataille, ou de traités, ou de richesses, mais parce qu'elle est écrite par une reine égyptienne, la veuve de Toutankhamon, Ankhésénamon, à Shupilululiuma Ier, le roi des Hittites, l'ennemi juré de l'Égypte, un homme dont les armées avaient passé des décennies à grignoter les territoires égyptiens en Syrie. Et voici ce qu'elle lui demande. « Envoie-moi un de tes fils. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de fils. J'ai peur. Je ne veux pas prendre un de mes serviteurs pour en faire mon époux. » Lisez cette lettre une deuxième fois. Laissez-en peser le poids. Une reine d'Égypte, l'État le plus puissant et le plus orgueilleux du monde antique, un empire qui se considérait littéralement comme le centre de l'univers habité, supplie le roi ennemi de lui envoyer un mari étranger. Ce n'est pas de la diplomatie. Ce n'est pas de la stratégie géopolitique froide. C'est de la terreur. C'est quelqu'un qui a regardé autour d'elle, dans ce palais où son mari venait de mourir, et qui a compris qu'elle était seule, vulnérable, et que les hommes qui l'entouraient avaient des projets pour elle qu'elle n'avait pas choisis. La lettre dit « J'ai peur » avec la franchise désespérée de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre en l'admettant. Shupilululiuma était méfiant. Un roi hittite aguerri ne reçoit pas ce genre de message tous les jours, et son premier réflexe fut de soupçonner un piège. Il envoya un émissaire en Égypte pour vérifier la véracité de la demande. Ankhésénamon, probablement en rage devant ce délai qui lui coûtait des semaines précieuses, lui répondit avec une impatience qui transparaît encore à travers les millénaires. « Pourquoi doutes-tu de moi ? Je ne t'aurais jamais écrit si j'avais eu un fils. Mon mari est mort. Envoie-moi un de tes fils, et il deviendra roi d'Égypte. » Shupilululiuma finit par céder. Il choisit l'un de ses fils, le prince Zananza, et l'envoya vers l'Égypte avec une escorte diplomatique. Le prince n'arriva jamais. Zananza mourut en chemin. Les circonstances exactes de sa mort sont inconnues. Les archives hittites parlent simplement de sa disparition, sans préciser comment ni où. Shupilululiuma, fou de douleur et de rage, accusa l'Égypte d'avoir assassiné son fils et déclara la guerre. Des années de conflits frontaliers s'ensuivirent, qui coûtèrent des milliers de vies des deux côtés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que la mort de Zananza implique sur la situation intérieure égyptienne. Quelqu'un, en Égypte, avait appris qu'un prince hittite était en route pour épouser la reine veuve et monter sur le trône. Et ce quelqu'un avait décidé que ça n'arriverait pas. La question est, qui ? La réponse la plus probable, et les égyptologues convergent largement sur ce point, est Horemheb. Le général contrôlait les frontières, les routes militaires, les postes de garde à travers lesquels toute délégation étrangère devait nécessairement passer. Intercepter un convoi diplomatique hittite et éliminer son membre le plus important était précisément le genre d'opération que seul un commandant militaire de haut rang pouvait ordonner et couvrir efficacement. Un prince hittite sur le trône d'Égypte aurait représenté la catastrophe absolue pour Horemheb, non seulement la fin de ses ambitions personnelles, mais la soumission de l'armée égyptienne à un roi étranger. Il avait toutes les raisons d'agir. Et il avait les moyens de le faire sans laisser de traces dans les archives officielles égyptiennes. Mais revenons à Ankhésénamon, parce que son histoire mérite qu'on s'y attarde. Cette femme avait vécu une vie d'une densité presque inhumaine pour ses 22 ans. Fille de Néfertiti et d'Akhenaton, elle avait grandi dans la cité révolutionnaire d'Amarna pendant les années de délire mystique de son père. Elle avait perdu sa mère et ses sœurs dans des circonstances obscures.
Elle avait épousé son demi-frère enfant dans le cadre d'une politique dynastique qui ne lui avait jamais demandé son avis. Elle avait porté 2 enfants mort-nés. Elle avait regardé son mari mourir jeune, trop vite, dans des circonstances que nous débattons encore aujourd'hui. Et maintenant, elle se retrouvait seule, sans enfant, dans un palais plein d'hommes qui voulaient sa main pour sa valeur dynastique, pas pour elle. Sa lettre au roi hittite n'était pas un acte de faiblesse. C'était le seul acte d'agentivité réelle qu'elle se permettait dans une vie entière de contraintes. Après la mort de Zananza et l'échec de sa tentative désespérée, Ankhesenamon disparaît des archives. Complètement. Son nom cesse d'apparaître sur les monuments, les sceaux, les inscriptions officielles. On retrouve une bague de scarabée qui porte côte à côte les noms d'Ai et d'Ankhesenamon, une preuve probable de leur mariage forcé. Et puis plus rien. Elle s'évanouit de l'histoire avec la discrétion absolue de quelqu'un qu'on a jugé suffisamment utile pour être marié et suffisamment dangereux pour être réduit au silence ensuite. Son tombeau n'a jamais été retrouvé. Son corps n'a jamais été identifié avec certitude parmi les momies de la vallée. Une femme qui avait été reine d'Égypte, qui avait osé écrire à l'ennemi pour échapper à son destin, a simplement cessé d'exister dans les archives officielles. Ce genre d'effacement ne se produit pas par accident. Cette histoire, la lettre, le prince mort, la reine disparue, est peut-être le témoignage le plus éloquent de ce que la mort de Toutankhamon avait déclenché. Pas une succession ordonnée, pas une transition dynastique planifiée, une panique, un vide de pouvoir dans lequel chaque acteur se précipitait pour saisir ce qu'il pouvait, par n'importe quel moyen disponible. Ey s'emparait du trône en épousant la veuve. Horemheb éliminait les alternatives indésirables aux frontières. Ankhesenamon cherchait une sortie dans n'importe quelle direction et ne la trouvait pas. Si la mort de Toutankhamon avait été planifiée, si quelqu'un avait organisé sa disparition, l'après ressemble moins à un plan maîtrisé qu'à une improvisation chaotique où tout le monde essayait de rattraper les conséquences d'un acte dont personne n'avait vraiment calculé tous les effets. Ou peut-être que c'est exactement ça, la vérité. Peut-être que Toutankhamon est mort d'un accident ou d'une maladie, et que le chaos qui a suivi était simplement la réaction naturelle d'un système de pouvoir fragile à la disparition imprévue de sa pièce centrale. Peut-être. Mais cette lettre écrite par une jeune femme terrifiée à un roi ennemi parce qu'elle ne voyait pas d'autre issue, cette lettre continue de poser une question à laquelle aucune théorie de mort accidentelle ne répond vraiment. Si tout était normal, si tout était légitime, si la succession se déroulait selon les règles habituelles du protocole royal égyptien, pourquoi avait-elle si peur ? Il existe une forme de meurtre que les historiens appellent rarement par son nom. Pas le meurtre du corps, ça, c'est l'affaire d'un instant. Non, le meurtre dont il s'agit ici est plus patient, plus méthodique, plus définitif. C'est le meurtre de la mémoire. Et dans l'Égypte ancienne, ce type de meurtre avait un nom, une procédure et des exécutants professionnels. On appelait ça la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire. Effacer le nom d'un homme de tous les monuments, de toutes les listes officielles, de toutes les archives du royaume. Le rayer de l'existence passée, présente et future. Dans une culture où le nom était l'âme, où prononcer le nom des morts les maintenait en vie pour l'éternité, effacer le nom de quelqu'un était lui infliger une seconde mort, la pire, l'irréversible, celle dont il n'y avait aucun retour. Horemheb fit cela à Toutankhamon avec une minutie qui, aujourd'hui encore, force une admiration froide et glaciale. Sur les temples que le jeune pharaon avait construits ou restaurés, les cartouches royaux furent martelés et remplacés par le nom d'Horemheb lui-même, ou parfois par celui de ses prédécesseurs plus anciens et moins compromis. Les stèles commémoratives du règne de Toutankhamon furent réattribuées. Ces années de règne furent absorbées dans le décompte officiel d'Horemheb, qui se présenta à la postérité
comme le successeur direct d'Amenhotep III, sautant par-dessus Akhénaton, Smenkhkarê, Toutankhamon et Haï, comme si ces 4 règnes n'avaient jamais existé. Dans les listes royales officielles gravées sous les pharaons suivants, notamment la liste d'Abydos et la liste de Saqqara, le nom de Toutankhamon est absent. Il n'avait jamais régné, il n'avait jamais existé. Pour comprendre ce que représentait cet effacement, il faut comprendre comment les Égyptiens anciens concevaient la légitimité royale. Le pharaon n'était pas simplement un dirigeant politique, il était le garant de l'ordre cosmique, le lien vivant entre les dieux et les hommes, le point de jonction entre le passé et le futur de la civilisation. Sa légitimité s'appuyait sur une chaîne ininterrompue de prédécesseurs divins, remontant jusqu'au premier roi mythique. Rompre cette chaîne, c'était fragiliser l'ordre du monde entier. Horemheb n'effaçait donc pas seulement des noms sur des murs, il restructurait la réalité officielle de l'histoire égyptienne pour en expurger une période entière qui menaçait la cohérence de la narration dynastique. C'est ce que font tous les régimes qui ont quelque chose à cacher. Ils ne détruisent pas les faits, ils réécrivent le contexte dans lequel ces faits existaient. Mais l'effacement avait aussi une dimension plus pratique et plus immédiate. Horemheb devait gérer l'héritage d'Amarna, cette plaie ouverte dans la conscience collective égyptienne que représentait la révolution religieuse d'Akhénaton. En associant Toutankhamon à cette lignée maudite, en le présentant comme un continuateur de l'hérésie même s'il avait restauré les anciens dieux, Horemheb justifiait rétrospectivement son propre accession au pouvoir comme une nécessité historique. Il n'avait pas usurpé le trône, il avait sauvé l'Égypte d'une dynastie illégitime. C'est une rhétorique qu'on reconnaît immédiatement, parce qu'elle est intemporelle. Le vainqueur réécrit l'histoire pour transformer sa victoire en destin inévitable et sa victime en obstacle nécessaire à éliminer. La ville d'Amarna elle-même fut démantelée. Les pierres des temples d'Aton furent utilisées comme matériaux de construction pour les nouveaux monuments d'Horemheb. Une récupération à la fois économique et symbolique d'une brutalité remarquable. Les statues d'Akhénaton furent brisées et enfouies. Les archives de la cité furent dispersées ou détruites. Quand des archéologues commencèrent à fouiller le site d'Amarna au XIXe siècle, ils trouvèrent une ville fantôme, dont les habitants semblaient avoir été évacués du jour au lendemain. Ce qui est exactement ce qui s'était passé. Une cité entière, construite par des milliers d'ouvriers sur ordre divin, avait été condamnée à l'oubli en quelques décennies. Ce niveau de destruction organisée nécessite une volonté politique d'une intensité rare. Et pourtant, et c'est ici que l'histoire bascule dans quelque chose qui ressemble presque à de la justice poétique, l'effacement ne fonctionna pas. Pas complètement. Pas définitivement. Précisément parce que le nom de Toutankhamon avait été retiré des listes officielles, les pilleurs de tombes qui ravagèrent systématiquement la vallée des rois pendant les siècles suivants ne savaient pas qu'il fallait chercher son tombeau. Les voleurs cherchaient les pharaons importants, ceux dont les noms étaient gravés partout, ceux dont on savait qu'ils avaient été enterrés avec des trésors proportionnels à leur gloire officielle. Un roi sans nom sur les monuments était un roi sans valeur pour un pilleur. Toutankhamon fut ignoré. Son tombeau fut recouvert de débris. Et 3000 ans plus tard, quand Howard Carter enfonça sa bougie dans ce trou obscur, il trouva intact ce qu'Horemheb avait essayé d'enterrer avec la mémoire du jeune pharaon. Il y a une ironie supplémentaire que l'histoire semble avoir savourée avec un plaisir particulier. Horemheb régna pendant 27 ans après la mort de Toutankhamon. Il construisit des temples, mena des campagnes militaires, restaura l'ordre administratif de l'Empire. Il mourut en pharaon puissant, après avoir fait tout ce qu'un homme de pouvoir peut faire pour s'assurer que sa version de l'histoire survivrait. Son propre tombeau fut pillé dans l'Antiquité. Son trésor funéraire fut dispersé aux 4 vents. Et son nom, bien qu'il figure sur les listes officielles, évoque aujourd'hui pour le grand public beaucoup moins que celui de l'enfant roi qu'il avait tenté d'effacer. Haï, qui l'avait précédé sur le trône, connut le même sort. Son tombeau dévasté, sa momie jamais retrouvée, son règne réduit à une note de bas de page
dans l'histoire de la 18e dynastie. Ce que l'histoire de l'effacement de Toutankhamon révèle, au fond, c'est quelque chose de profondément inconfortable sur la du pouvoir et de la mémoire. Ceux qui contrôlent les archives contrôlent le passé. Ceux qui contrôlent le passé contrôlent la légitimité du présent. Horemheb le savait. Il agissait en conséquence avec une efficacité redoutable. Mais il y a une chose que même le pouvoir absolu ne peut pas contrôler. Le hasard. Un tas de gravats au bon endroit. Un archéologue obstiné qui refuse d'abandonner ses fouilles. Une bougie qui vacille dans l'obscurité d'une chambre scellée depuis 33 siècles. Et soudain, l'homme qu'on avait condamné à ne jamais avoir existé devient le visage de toute une civilisation. Toutankhamon n'est pas célèbre malgré l'effacement. Il est célèbre à cause de lui. 100 ans. Voilà ce que ça fait maintenant que Howard Carter a ouvert ce tombeau. Que le monde entier s'est penché sur ce garçon, mort à 19 ans. Que des générations de scientifiques, d'archéologues, de médecins légistes et d'historiens ont appliqué à sa momie et à ses archives les outils les plus sophistiqués que la civilisation humaine ait jamais produits. 100 ans de recherche. Et la cause exacte de sa mort reste un débat ouvert. Pas une question réglée. Pas un dossier classé. Un débat vivant, actif, qui se renouvelle à chaque nouvelle technologie disponible, à chaque nouvelle équipe qui demande l'autorisation d'examiner la momie sous un angle différent. Ce niveau de résistance au savoir, pour un seul individu, mort il y a 3300 ans, est en soi extraordinaire. Alors tranchons là où là nous permet de trancher. Toutankhamon n'était pas en bonne santé. C'est un fait. Son corps portait les stigmates d'une consanguinité sévère, d'une malformation osseuse congénitale, d'infections parasitaires multiples et répétées. Un jeune homme avec ce profil médical était structurellement vulnérable. Une infection sérieuse, un traumatisme physique, une complication d'une maladie déjà présente, et son organisme n'avait pas les réserves pour résister. Il est donc parfaitement possible, médicalement plausible, même probable selon certains experts, que Toutankhamon soit mort de cause naturelle ou accidentelle. Son corps simplement incapable de surmonter ce que n'importe quel jeune homme en bonne santé aurait survécu. La théorie de l'accident de char reste la plus cohérente avec les fractures observées. Elle ne nécessite pas de complot, elle ne nécessite pas de coupable. Mais voici le problème. La Théo peut expliquer comment il est mort. Elle ne peut pas expliquer pourquoi tout ce qui a suivi ressemble si peu à une mort naturelle dans un palais royal. La précipitation des funérailles. Le tombeau trop petit, préparé en urgence. La momification bâclée. Ey sur le trône en quelques semaines. Zananza mort en chemin. Ankhesenamon terrifié et disparu. Horemheb en train d'effacer méthodiquement chaque trace du règne précédent. Si c'était une mort naturelle, le comportement de tous ceux qui l'entouraient est inexplicablement frénétique. Si c'était autre chose, ce comportement devient parfaitement cohérent. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une logique narrative que la simple maladie peine à satisfaire. La théorie du meurtre prémédité, Horemheb, ou une combinaison des deux, bute sur un obstacle que ses partisans évacuent trop facilement. Le risque. Assassiner un pharaon en exercice, même un pharaon mineur, même un enfant roi sans armée personnelle, était une entreprise d'une dangerosité extrême. Le pharaon était un dieu vivant. Lever la main sur lui, ou ordonner à quelqu'un de le faire, c'était commettre le crime le plus sacrilège que l'imaginaire égyptien pouvait concevoir. Même pour des hommes aussi pragmatiques qu'Aï et Horemheb, le risque politique, religieux et social d'un tel acte était colossal. Ce qui n'écarte pas la possibilité, les hommes ont commis des actes infiniment plus risqués pour des trônes bien moins puissants, mais qui invite à ne pas transformer une hypothèse en certitude. Il y a une troisième voie que les chercheurs explorent de plus en plus sérieusement, et qui est peut-être la plus honnête intellectuellement. La négligence criminelle. Pas un meurtre planifié avec préméditation, pas une mort naturelle sans interférence humaine,
mais une situation dans laquelle les hommes qui auraient dû protéger Toutankhamon, assurer sa sécurité physique, lui prodiguer les meilleurs soins médicaux disponibles, s'assurer qu'il ne prenait pas de risques inconsidérés, avaient des raisons de ne pas le faire. Un jeune roi fragile qui monte sur un char malgré sa jambe abîmée. Des médecins qui minimisent la gravité d'une infection. Une indifférence calculée à une situation que la allait régler d'elle-même. Ce genre de meurtre, le meurtre par inaction, par facilitation passive, est le plus difficile à prouver et le plus facile à commettre. Ce qui est certain, et qui transcende toutes les théories sur les circonstances de sa mort, c'est ce que l'histoire de Toutankhamon révèle sur les mécaniques du pouvoir dans les sociétés humaines. Ce garçon était ce qu'on appelle aujourd'hui un dirigeant symbolique, quelqu'un dont la fonction est d'incarner une légitimité dont d'autres détiennent le contenu réel. C'est une situation qu'on retrouve dans presque toutes les cultures, à presque toutes les époques. Des monarques constitutionnels dont les décisions sont prises par des cabinets ministériels, des présidents de façade dont les agendas sont écrits par des conseillers invisibles, des figures de proue propulsées au sommet par des appareils qui les contrôlent. Le mécanisme est identique, seuls les costumes changent. Et dans ce mécanisme, la question de la survie physique du dirigeant symbolique est toujours, à un moment donné, soumise aux intérêts de ceux qui gouvernent derrière lui. Mais l'histoire de Toutankhamon dit aussi quelque chose sur la mémoire elle-même, sur notre obsession collective pour cet enfant en particulier. Pourquoi lui? Il y a eu des centaines de pharaons, des conquérants qui ont repoussé les frontières de l'Empire jusqu'aux confins du monde connu, des bâtisseurs qui ont érigé des monuments qui défient encore la compréhension des ingénieurs modernes, des réformateurs qui ont restructuré des civilisations entières. Toutankhamon n'a fait rien de tout ça. Son règne, objectivement, est l'un des moins significatifs de toute la XVIIIe dynastie sur le plan des réalisations concrètes. Et pourtant, c'est lui que des millions de personnes connaissent. C'est son visage qui orne les couvertures des magazines. C'est son nom que les enfants du monde entier apprennent avant celui de Ramsès le Grand ou de Thoutmôsis le III. Je crois que la réponse est dans la vulnérabilité. Nous reconnaissons quelque chose dans Toutankhamon que nous ne reconnaissons pas dans les pharaons triomphants. Nous reconnaissons un enfant pris dans une machine trop grande pour lui. Un être humain dont le destin a été décidé par d'autres, dont la vie entière s'est déroulée entre des forces qu'il ne contrôlait pas, et dont la mort, quelle qu'en soit la cause exacte, est arrivée avant qu'il ait eu la chance de devenir ce qu'il aurait peut-être voulu être. Le masque d'or parfait est une illusion. Derrière lui, il y avait un garçon. Et c'est pour ce garçon-là, pas pour le pharaon Dieu, que l'humanité continue de se pencher sur ce tombeau depuis 100 ans. Alors voici la question que je vous laisse, et qui mérite qu'on y revienne longtemps après avoir fermé cette histoire. Dans 3000 ans, si une civilisation future fouillait les archives de notre époque, quel nom trouverait-elle? Ceux qu'on a choisi de graver sur les monuments officiels, les puissants, les triomphants, ceux dont les cartouches couvrent les murs des palais, ou les noms de ceux qu'on a essayé d'effacer, enterrés sous des décombres de silence et d'oubli organisé, et qui ont survécu précisément parce que personne ne s'est donné la peine de les chercher. Toutankhamon nous répond depuis 3300 ans, et sa réponse n'a pas changé d'un seul hiéroglyphe.